Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring de Bell, la seule émission catch de 100% live sur Wii Sport. On est très heureux de vous accueillir pour cette émission qui va être très très spéciale. Et en effet, on va débriefer le fameux NXT TakeOver Stand and Deliver les deux nuits. Et pour ce faire, je ne suis bien évidemment pas seul, je suis avec une fine équipe. Et on commence avec Auguste, comment tu vas? Bonsoir à tous, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, merci PA, je vais très bien et je suis très impatient de pouvoir parler avec vous de ce show de NXT. On enchaîne bien sûr parce qu'on n'est pas que tous les deux, nous sommes quatre comme d'habitude. Et on est accompagné de Thomas, comment tu vas? Bonjour à tous, je vais très très bien, merci. Surtout vu le show qui nous concerne, je vais très très bien, encore mieux. Encore mieux. C'est vrai que on n'a pas à débriefer Rao et ça c'est quand même sympathique. Et on finit avec Andrew qui est là et qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Comment tu vas? Ben écoute, ma foi, ça va plutôt bien. Bonsoir à tout le monde et je suis très impatient de débriefer ce magnifique show qui était ce NXT TakeOver de qualité encore une fois, contrairement au Raw de chaque semaine. Et voilà, petit tacle au main roster, ça fait pas de mal. Pour vous présenter très rapidement le sommaire, on va tout simplement prendre les matchs dans l'ordre où ils ont été présentés par la WWE. On va commencer par la nuit 1, puis la nuit 2. Et on finira bien sûr avec ce match non sanctionné, mais ça, ce sera pour tout à l'heure si vous êtes sage. En attendant, si tout le monde est prêt, on commence tout de suite avec les deux matchs du kick-off. On va passer très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les matchs qui se sont passés dans le show principal. Les deux matchs du kick-off étaient pour la nuit 1, Zoe Stark contre Tony Storm, et pour la nuit 2, Killian Dane et Drem Maverick ont battu Breezango pour devenir les nouveaux challengers au titre par équipe. Je vais faire commencer Thomas sur ces matchs du kick-off. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, très rapidement, en quelques mots? En quelques mots, très rapidement, c'est des matchs de kick-off, c'est fait pour chauffer un peu le public. Y a pas grand-chose à dire, on a bien profité, quoi. C'était assez simple. Il y a pas grand-chose à dire dessus, vraiment. Moi, je me suis vraiment concentré sur la carte principale par rapport à ça. Mais ça a fait le taf. On va rester simple et direct. Ça a fait le taf pour des matchs de kick-off. Voilà. Après, à voir pour les matchs par équipe, pour le titre par équipe surtout. Ouais, c'est vrai qu'on a vu des kick-offs. Alors voilà, c'était les kick-offs. On va, comme je l'ai dit, passer très très rapidement. Auguste, toi, tu as un petit mot à dire sur ces matchs du kick-off? Oui, le premier match, vraiment très simple, c'est juste dommage qui se termine avec un roll-up. Enfin, si le but c'est de mettre Zoe Stark en avant, ça aurait été bien de lui donner une vraie victoire avec un vrai tombé ou une soumission. Et pour la nuit 2, le match, pareil, il était bien, il a bien rempli son rôle. La cohésion au sein de l'équipe Drake Maverick et Killian Dane est vraiment drôle. Euh, et très impatient de les voir contre contre les nouveaux champions. Et on parlera de ça plus tard dans l'émission. Effectivement, très bon teasing. On va parler de ça bien sûr, puisque c'était dans le takeover. On finit avec Andrew. Toi, très rapidement, en deux mots, ton avis sur ces deux matchs du kick-off. Ben très bon match sur les deux premières nuits. Enfin, ça a bien mis l'ambiance dans la salle. Après, c'est pareil, comme je suis à peu près l'avis de Gus, pardon, que le roll-up était un peu tiré par les cheveux. Voilà, bon, bah après, grosse victoire, c'est vrai que elle méritait un peu aussi, vu le nombre de défaites qu'elle a pris. Sur le deuxième match, pas grand-chose à dire, un bon match, on le savait très bien avec ces deux équipes-là. Écoutez, c'est l'heure maintenant de passer au vrai show. Et on a commencé cette nuit 1, bien sûr, vu qu'on va se concentrer sur la nuit 1. Pour commencer, on a commencé avec un match absolument très 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 technique entre Pete Dunne et Kushida. Et c'est le premier nommé, Pete Dunne, qui a battu Kushida au terme d'un match qui a été, je ne sais pas pour vous messieurs, mais assez douloureux à regarder tellement les prises semblaient faire mal. Je vais commencer avec Andrew sur ce premier match. Alors vraiment, pour un opener, je trouve, c'est tellement qualitatif. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de voir du catch comme ça en opener, parce que c'est vrai qu'avec la WWE, il va tout le temps mettre en avant la rapidité, tout ça. Mais là, c'était chorégraphié à la perfection, rien à dire. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec Pindon au niveau de ses prises. Des fois, il y en a qui me font serrer les dents, mais là, j'ai pas trouvé ce match lent. Kushida et Pindon ont réussi à trouver une alchimie qui était parfaite. Et le match était intéressant à regarder. Moi qui ai d'habitude les matchs de Pindon, pas dire m'ennuie un peu, mais c'est vrai que je sors vite du match. Là, j'ai tout le temps été à fond dedans et ça m'a vraiment fait aimer de nouveau Pindon.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu droit à un classique entre les deux. Un classique, c'est un trop fort, mais voilà. Un match vraiment très, très, très technique. Toi, Auguste, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cet opener finalement? Bah, très très bon match. Je rejoins Andrew sur le fait que j'étais pas surpris, mais que ce match-là c'est un opener parce que c'est des catcheurs faits pour ça et surtout mais qui savent être rapides, intenses dans leur prise, etc. Mais dans le contenu du match, j'étais très surpris, mais que justement on mise pas sur ces qualités-là, mais plus sur leur technique, sur leur soumission. euh, et sur l'aspect brutal mais lent. Et ensuite, en fin de match, une belle victoire pour Pete Dunne qui, qui consolide son statut de mid-cardeur à la frontière avec le main event. Très très, très solide. Et Kushida aussi, belle performance. J'espère, mais que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus aucun plan pour lui, parce que il mérite toujours d'être placé dans la mid-card. Mais dans le global, super match, très, très technique. Et je suis toujours fan de ces deux lutteurs. Je pense qu'on peut dire que ce match a quand même bien annoncé la couleur des deux nuits, pour le coup. Thomas, toi, un petit mot sur ce match. Je suis d'accord avec toi, avec Andrew et Auguste, c'était un excellent opener. Et surtout, j'ai été très surpris que Kushida réponde au défi technique de Pete Dunne, parce que Pete Dunne, c'est quand même un catcheur extrêmement technique, un des meilleurs même. Et je pensais que Kushida allait se baser sur sa vitesse et sur son côté voltigeur des juniors de la New Japan, hein, on le connaît pour ça. Et non, il a vraiment bien répondu au défi technique, il a même été aussi bon que Pete Dunne à certains moments. Donc on a bien profité, j'étais très surpris. C'était un excellent opener. Et c'est vrai que je suis un peu surpris de la défaite, surtout de Kushida. Mais après, si ça peut permettre à Pete Dunne de remonter un petit peu dans la hiérarchie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que excellent opener. Ouais. Bon, eh ben, on est tous d'accord sur ce match. En même temps, si on aime le catch, on aime ce genre de match, très clairement. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match qui était un gauntlet match pour déterminer eh bien, le prochain adversaire de Johnny Gargano pour son titre nord-américain. Match qui a eu lieu dans la nuit 2, donc on en parlera aussi bien évidemment. Bronson Reed a réussi à tirer son épingle du jeu. Et c'est lui qui est parti à la nuit 2 pour défier Johnny Gargano. Et en battant Asia Swerve-Scott, Leon Ruff, Cameron Grimes, Dexter Lumis et LA Knight. Je vais lancer Auguste tout de suite sur ce gauntlet. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai également beaucoup aimé ce match. De toute façon, tous les matchs de la nuit 1 et de la nuit 2 ont été très bons, donc, comme à chaque fois avec NXT. Mais celui-là, j'ai bien aimé parce que vu que c'est un gauntlet, on a vraiment pu avoir toutes les palettes possibles dans le catch. On a eu de la rapidité, de l'agilité, mais aussi de la force, de la puissance, de la technique. On a vraiment tout eu. Euh, Même si c'est Bronson Reed qui a gagné, j'aimerais vraiment mettre en avant la performance de Isaiah Scott qui est rentré numéro 2 et qui a été le dernier éliminé. Parce que je suis ce catcheur depuis qu'il est sur le circuit indépendant. Et il me fait toujours rêver avec ses voltiges, avec ses kicks qui claquent bien. Et j'aurais vraiment aimé qu'il gagne, mais bon, il a rien pu faire contre la puissance de Bronson Reed, qui lui par contre se maintient vraiment dans la mid-card et se solidifie, enfin se fait vraiment un nom, enfin commence vraiment à se faire un nom. Euh, mais au global, super match. Juste un peu déçu que LA Knight soit éliminé si rapidement. Bah, c'est vrai que c'était une surprise. Si je me souviens bien, tout le monde dans la rédaction avait pronostiqué une victoire de LA Knight. Et ben non, on a tous perdu un point sur ce match, ce qui est super agréable. Andrew, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, aucun problème, c'était vraiment un très bon gauntlet. De toute façon, fallait s'y attendre quand on a vu tous ces catcheurs arriver. Après, j'entends parler beaucoup de LA Knight, un peu déçu de son élimination. Ce qui, moi, m'a le plus déçu personnellement, c'est vraiment Dexter, pardon, Lumis, qui vraiment éliminé alors que c'est l'un des seuls qui avait potentiellement une histoire avec Gargano. Donc moi, je pensais vraiment qu'il allait gagner le gauntlet.
vu sa prestation aussi sur, sur le match à NXT pour savoir dans quelle position il allait rentrer. Mais après, voilà, ils ont fait un bon vainqueur aussi. Malheureusement, j'ai mangé son nom. Et non, non. Après, vraiment, grosse perte d'Isaiah Swerve de LA Knight, même si honnêtement, j'étais pas emballé plus que ça au début. Ben, il commence à prouver que oui, c'est pas n'importe qui, et qu'il va falloir compter sur lui pour les prochains mois, là, je pense. Et voilà, aussi une très très bon match pour, on va dire, pour ralentir un peu la chose sur le premier match, par rapport au premier match, pardon. Ouais, c'est vrai que ça a bien servi de... Pas de tampon, parce que pas du tout, mais ça... On a pu respirer un petit peu parce que c'est le but d'un côtelette aussi. J'ai pas oublié Thomas, bien sûr, qui va pouvoir donner son petit avis sur ce gros gauntlet match. Merci de ne pas m'oublier. Par rapport au Gauntlet, bah, évidemment, c'était un bon match, hein, mais on peut dire ça sur tous les combats de la soirée, des deux soirées. Mais je suis d'accord avec Auguste. Isaiah Scott m'a vraiment beaucoup plu, parce que déjà sur le ring, il est excellent, il a toujours été. Et même au niveau du jeu qu'il a d'acteur, enfin, si je puis dire acteur, mais avec les émotions qu'il arrive à amener, avec ses regards, comment il joue avec ses adversaires, avec le public, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour moi, le MVP de ce match, c'est pas Isaiah Scott, c'est pas Reed, c'est Léon Ruff, qui est arrivé en premier, quand même a été la victime expiatoire de tous les catcheurs, le jeune Léon Ruff. Et pourtant, il a surnagé, il a eu des énormes moments à chaque fois où il a utilisé sa vitesse et sa vivacité. Et j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est dommage qu'il ne soit pas resté plus longtemps sur le ring, ça a été le premier éliminé. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié son match. Après, bah oui, vu que c'était pour le match avec Gargano par rapport au titre nord-américain, on s'imaginait un magnifique match un peu à différence de style, avec Gargano très petit, très vif, très technique, face à Reed qui est quand même un monstre physique, faut quand même l'avouer. Donc voilà. Après, par rapport à Loomis, c'est vrai qu'un peu déçu, parce qu'il s'est fait éliminer rapidement, mais moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il va y avoir une rivalité avec LA Knight. J'ai l'impression, parce qu'à la fin, il a attaqué après son élimination. Donc ça va être à suivre. Je pense que Dexter Lumis peut faire une rivalité avec un balai, ce serait intéressant. Pour revenir rapidement sur Leon Ruff, ouais, c'est vrai que ce mec est incroyable. Il est arrivé en tant que jobber et puis au final, bah, il s'impose quoi, avec son petit corps qui arrive à vraiment bien sceller les coups. En tout cas, on reparlera bien sûr de Bronson Reed tout à l'heure pour son match contre Johnny Gargano. En attendant, on enchaîne avec un autre poids lourd. C'est Walter, le champion UK de NXT UK, qui a combattu contre Tommaso Ciampa pour son titre et il a gardé ce titre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match en sachant que le résultat était quand même pas couru d'avance, mais on se doutait bien que Walter n'allait pas perdre. Toi, Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, comme tu dis, on pensait que le match était couru d'avance, et je le pensais avant le combat, hein, que Walter allait vraiment rouler sur Tommaso Ciampa, et bah, Tommaso Ciampa m'a fait douter. C'est dire à quel point le match, qui était excellent, pour moi, c'est un de mes matchs préférés, vraiment, de ces deux nuits. Et moi, il a réussi à me faire douter par rapport déjà à l'impact physique qu'il a réussi à mettre face à Walter, qui est une montagne, hein, c'est un titan, Walter. On l'a vu, il a mis une quinzaine de coups de la corde à linge super puissant pour essayer de le faire tomber. Il a réussi à rendre possible une victoire et une défaite de Walter, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais là, Walter qui a gagné, il est invaincu depuis plus de 2 ans. Sa dernière défaite, franchement, ça m'a mis par terre quand j'ai lu ça. Dernière défaite de Walter, le 8 novembre 2019, c'était à Monday Night Raw, c'était face à Seth Rollins et c'était par disqualification. Et le plus fou, c'est que la dernière défaite clean de Walter, c'était le 16 mars 2019. C'était même pas la WWE, c'était la OTT. Ouais. À la OTT, c'était fait et il a perdu face à Jordan Devlin. On se rend pas compte, mais je ne vois personne battre Walter pour l'instant. Il a encore gagné à NXT Prelude et imbattable. Et ce match l'a encore prouvé. Il a été mis en danger, faut le dire, surtout sur ce spot de la troisième corde. J'ai oublié la prise de Tommaso Ciampa, j'ai oublié le nom de la prise, quelle honte. J'ai oublié, mais il a réussi à se relever de ça. Et j'ai trouvé ce match incroyable. Et Ciampa m'a fait douter. Je le redis, Ciampa a réussi à me faire douter sur un match que je pensais couru d'avance. Donc c'était très très fort. Walter est une machine de guerre.
et j'aimerais pas affronter Walter dans un ring, même si c'est du catch, je ne veux pas. Voilà, je dis non, je suis blessé parce que ce mec est impressionnant de muscles et de puissance. Toi, Auguste, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Walter et de Ciampa? Alors, moi aussi, au début du match, je pensais même enfin, je pensais mais que le résultat était connu d'avance parce que, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que Ciampa ferait à NXT UK alors qu'il est installé à NXT depuis très longtemps. Euh, et donc, mais sur le match, vraiment sur le coup, j'étais un peu déçu parce que je trouvais lent et avec beaucoup de longueur, mais en le revoyant frais, parce que, parce que pour la nuit 1, je l'ai vu en live, du coup, il devait être 2h30, 3h du matin, donc j'étais un peu fatigué. Mais j'ai revu frais, et franchement, ce match est, est un match super. Vraiment, il est limite dans le top 3 des matchs du Takeover nuit 1 et nuit 2 confondus. L'impact que Walter met dans euh, euh, chaque chop et Atemi, c'est juste incroyable. J'ai bien aimé aussi mais que Ciampa se mette en mode main event en se rasant le crâne, en reprenant son manteau de quand il était champion NXT. Mais ça veut dire qu'il prenait vraiment Walter au sérieux. Et après, pour revenir sur la domination de Walter, je crois qu'il est champion depuis plus de 730 jours. J'ai plus le nombre exact de jours. Je crois que c'est 738 ou 739. Et oui, enfin, on voit personne aller le chercher. Limite, il faudrait qu'un mec comme McIntyre ou comme Lesnar aille le défier pour être crédible devant lui. Mais bon, ça arrivera jamais parce que eux, ils sont à Raw et dans le main roster pour la vie maintenant, mais c'est dire. Et la WWE a publié que dans l'ère moderne, donc je crois que c'est dans les 20-30 dernières années, Walter est le champion au règne le plus long. Tout, tout sexe et tout show confondu. Donc grosse perf et encore gros match à ce takeover. Puis là, c'est le champion le plus long de l'histoire. C'est pas fini, hein. Et puis bon, quand ça sera fini, bon courage pour aller le chercher. Ça n'arrivera pas. Andrew, toi, un avis sur ce match entre Walter et Ciampa? Mais quel, quel match. Honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait donner un si bon match. Il y avait de l'intensité, de la brutalité, il y avait tout ce qu'il fallait, même si tout le monde, comme disaient les garçons juste avant, on était sûr du résultat. C'est vrai que, comme disait Thomas, j'ai cru à un moment donné à une victoire de Sempa, mais honnêtement, Walter, tout ce qu'il fait, même si c'est un gros gabarit, tout ce qu'il fait, c'est beau à regarder. Tu n'as pas envie de prendre les coups, tu les ressens. Tu sais très bien que quand ça claque, ça claque. Et pourtant, même la FIO, comment ils nous ont emmené le match, ça n'a pas duré longtemps. C'est une histoire de 2 semaines, 3 semaines grand maximum. C'est vrai, c'est très intéressant. Après, l'intelligence de Sempa de jouer sur la main pour pas que Walter puisse s'en utiliser, tout ça, tout ça. J'ai trouvé ce match parfait de A à Z. J'ai pas trouvé vraiment quelques petites lenteurs, forcément, mais je sais pas. Tout était organisé pour nous faire croire que Ciampa peut battre Walter. Après, maintenant, qui va aller chercher Walter? Ça, c'est la vraie question. Mais ça va être intéressant de voir quand Walter va perdre son titre, si un jour ça arrive, ce qui va devenir après, soit l'envoyer à NXT, soit le mettre dans le main roster. Mais j'ai hâte de voir la suite, honnêtement. On a tous hâte de voir la suite de Walter. Moi, j'ai surtout hâte de voir qui va le battre et la réaction que ça va faire. Il y aura normalement du public hein, quand ça va arriver et la réaction va être folle, je pense. On a déjà eu ça quand Pidon a perdu son titre à NXT UK, il y avait cette espèce de flottement dans la salle. Là, ça va être pareil. En tout cas, on passe à Walter qui est très gros. On passe à la division par équipe de NXT qui est bien meilleure que celle du main roster. En même temps, c'est pas très compliqué, bien évidemment. C'était un match à 3 équipes pour les titres rendus vacants. Par équipe entre MSK, Grizzle Young Veterans et Legado del Fantasma, et c'est MSK qui a remporté le match et les titres, je pense pour le bonheur des 3 personnes ici présentes.
On va leur demander leur avis. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match triple menace? Alors, pour moi, ce match, c'est le show stealer de la nuit 1. Euh, Personnellement, je le mets mais comme meilleur match de la nuit 1. Je m'explique, et c'est très, très personnel parce que moi, j'adore le catch lucha libre, mais qui va vite, qui promet de la vitesse, et c'est ce qu'on a eu. Il n'y a eu vraiment aucun temps mort pendant ce match. Les kicks ont claqué comme jamais. On a eu du suspense, on a eu de la bonne action. Vraiment, à la fin, les deux membres de MSK ont été envoyés à l'extérieur. Je pensais vraiment que c'était fini pour eux, mais au final, ils ont su revenir sur le ring à temps pour prendre les titres. Et la célébration était très émotive aussi parce que on voyait bien mais qu'ils faisaient ça aussi pour leurs enfants et et pour leur famille. Enfin, ils ont en tout cas ils ont joué là-dessus euh, à la à la télé. Et oui, enfin, c'était un super match. On a eu des grands spots, mais de malades. Et c'était génial. Et j'ai rien de plus, j'ai rien de plus à dire, mais j'ai vraiment pris mon pied devant ce match-là. Oh, c'était un match clairement incroyable. Comme tous les matchs en fait, dès que le titre de la NXT est en jeu, les gars nous sortent des matchs de fou. Et MSK est vraiment une très très bonne équipe. J'adore ces gars. Andrew, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce triple menace? Non, mais très très bon match avec beaucoup de rythme et beaucoup d'intensité, du suspense aussi, parce que plus d'une fois on a cru que une, une équipe allait gagner et au dernier, mais vraiment au dernier moment, il y avait soit Nearfall, soit quelqu'un intervenait. Très surpris aussi des Fantasma, parce que honnêtement, j'avais un peu de réserve sur eux, parce que on les voyait beaucoup intervenir, on a vu des matchs, mais très peu dans ce genre de contexte. Et vraiment, j'ai été très surpris de leur performance. Ça allait vite, c'était clean. Il y a eu très peu d'erreurs de technique, donc agréablement surpris de leur part. Le résultat est normal, juste une fois que moi dans ma tête, MSK quand ils avaient gagné le le tournoi de Styro Tag Team Classic, pour moi c'était une certitude qu'ils allaient vers les titres par équipe dans la foulée. Après la troisième équipe, c'est les Young Gris. Non, si. Grizzle Young Veterans, ouais. Voilà, Grizzlies Young Veterans. J'ai beaucoup de mal avec cette équipe. J'arrive pas à accrocher, que ce soit leur personnage ou leur style de catch. J'ai beaucoup de mal. Donc pour moi, ben, je les mets un peu en retrait, mais honnêtement, grosse perte de SMK et des Fantasma parce que vraiment la qualité sur le ring à toute épreuve. Ah bah, c'est sûr que c'est pas le même style, hein. Les Grizzly Young Veterans et MSK et les gars de Fantasma. On a deux équipes en MSK et les gars de Fantasma qui sont très voltigeuses et les Young Veterans qui sont des jeunes vétérans, tout simplement. Leur nom leur va très bien. C'est du catch classique et c'est quand même très beau à voir aussi. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de ce très beau match pour les titres par équipe? Très beau match, tu l'as dit. Et je suis d'accord avec Andrew, là, je peux qu'être d'accord avec lui, parce que le duel entre Legado des Fantasma et MSK, pour moi, c'est des artistes. Franchement, sur ce qu'ils ont fait sur ce match, c'est des artistes. C'est incroyable, les prises qu'ils ont fait. Et surtout à la fin, le face-à-face, ils ont réussi à sortir du ring les Young Veterans et ils se sont retrouvés face-à-face. Juste, ça a duré 3 secondes avec le public qui applaudit, qui hurle. C'était incroyable. Et ce qu'ils ont fait sur le ring, c'était fou. Et MSK, faut vraiment de beaux champions. Et après, NXT a l'habitude de nous proposer aussi beaucoup de matchs tag team à trois équipes. Et ça fonctionne toujours. Ça fonctionne vraiment bien. Et je trouve qu'ils devraient le faire un peu plus souvent même. Moi, c'est des matchs qui me plaisent beaucoup parce qu'il y a encore plus de suspense. Il y a vraiment encore plus de suspense, pardon. Et c'est toujours beau à voir parce que là, on voit MSK et les Gados des Fantasmas, c'est des voltigeurs, c'est des luchadors. Donc ça fonctionne. Et même les Young Veterans, c'est un autre style, tu l'as dit. C'est plus classique, c'est plus même plus catch à l'ancienne. Voilà, on se rapprocherait même plus des années 80 hein, sur ces deux catcheurs-là. Mais ça fonctionne et l'alchimie marche vraiment bien. Ils ont une très bonne alchimie tous les trois. Et j'ai vraiment envie de les revoir. Et j'ai envie de voir d'autres matchs avec les Legado des Fantasma et MSK surtout. Parce que pour moi, eux, c'est des artistes. Vraiment, sur ce qu'ils ont fait sur ce match, c'était incroyable. Incroyable. Bah, c'est sûr qu'on a tous envie de revoir un match comme ça. Alors après, pour l'instant, la première équipe dans la ligne,
c'est Killian Dane et Drake Maverick avec leur victoire sur Breezango dans le kick-off du match 2. Mais je pense qu'une fois que ce match sera passé, on va revoir très très vite les gars de Del Fantasma et Grizzly Young Veterans contre MSK, peut-être dans des matchs à 2v2, tout simplement. En tout cas, après avoir parlé des titres par équipe, nous allons passer au main event de cette première soirée de NXT TakeOver Stand and Deliver. Et là, attention, il y a du sel, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai. Peut-être que mes compères ne seront pas d'accord avec moi. Raquel Gonzalez combattait Io Shirai pour le titre féminin de la NXT. Et c'est eh bien Big Mama Cool, comme on l'appelle, Raquel Gonzalez, qui a battu Io Shirai et qui est donc la nouvelle championne féminine de NXT. Qui c'est que je vais lancer en premier? J'ai envie de lancer Thomas en premier sur ce match. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé du match et du résultat surtout? Alors, je suis très déçu de ce match. Moins du résultat, mais de ce match, en fait. Pour moi, c'est le moins bon combat des 2 nuits de NXT. Je suis très déçu. En vrai, le combat est bon, mais déjà, il a mis vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Il a mis au moins 5 minutes à se lancer, déjà, j'ai trouvé. Et après l'avoir regardé une deuxième fois, euh, j'ai compris pourquoi il a mis autant de temps à se mettre en place. C'est que c'est Raquel Gonzalez qui domine les 5 premières minutes. Vraiment, elle domine de la tête et des épaules, a fait ce qu'elle veut avec Yoshirai. Et en fait, elle enchaîne juste des grosses prises. Et le match se lance au moment où Yoshirai commence à reprendre le dessus, elle rajoute de la vitesse, elle fait quelques prises et surtout, elle donne des coups. Et c'est ça qui donne le rythme à un match. Et ça, Raquel Gonzalez, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas le faire. Ce qui fait que le match a été très long à se lancer. Euh, et en vrai, c'est Yoshirai qui a fait le match. Yoshirai a fait le match dès qu'elle a pu se sortir des pattes de Raquel Gonzalez jusqu'à la fin. C'est elle qui a fait le match tout entier. Et je ne vais même pas parler du saut de Yoshirai qui a pratiquement à 5 mètres de hauteur, il me semble, quand elle saute de l'entrée là, sur la tête de mort qui était l'entrée, le décor de NXT Stand and Deliver. C'est ultra impressionnant, on est d'accord, j'en ai eu des frissons parce qu'en plus, la WWE a mis une quinzaine de caméras à ce niveau-là. On a vu sur tous les angles possibles, c'était très impressionnant, presque flippant. Mais jusqu'à la fin, c'est Yoshirai qui fait le match. Ce qui fait que pour moi, là, Raquel Gonzalez elle remporte le titre dans un bon combat. Il faut dire ce qu'il est, c'est un bon combat. Peut-être un peu en dessous pour un takeover, mais c'est un bon combat. Mais surtout, ne, elle ne montre pas qu'elle mérite ce titre. Parce qu'elle n'a pas fait le match. Elle a subi 80% du match et elle arrive à s'en sortir à la fin. Et vu qu'elle ne fait pas le match, là, en tant que championne, ce sera à elle de dominer un match, de mettre le tempo à un match. Et si elle met le même tempo dans ses prochains matchs qu'elle a fait sur ça, on va s'ennuyer pendant son règne. Ça va pas me plaire. Parce qu'on passe de Yoshirai, qui est incroyable, c'est un génie. Cette catcheuse est juste géniale. Là, on va s'ennuyer. Ça va être très problématique. Donc, j'ai hâte de voir la suite parce que j'aime bien cette rivalité. Il faut que Raquel Gonzalez elle passe la seconde parce que si c'est ça pour tous ces matchs, ça va être long. Hein. Oh ben moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être ça tous ces matchs. Voilà. Moi, vous savez, l'amour néant que je porte envers cette catcheuse que je n'aime pas du tout. Ça arrive. Mais non, sinon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Toi, Auguste, qu'est-ce que tu as à dire sur Raquel Gonzalez et sur ce match? Alors moi, je suis très mitigé sur ce match parce que dans sa globalité, je l'ai trouvé bon. Et le spot de Yoshirai qui fait un crossbody du crâne euh, reste, reste dans les esprits enfin, et imprime ce match. Ensuite, effectivement, je rejoins Thomas sur le début assez long et sur la domination de Gonzalez qui ralentit le rythme du match. Mais après, dans sa globalité, c'est un bon match. Moins bon que ceux qu'on a eu précédemment, certes, mais ça reste un bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie. Après, c'est vrai que pour un main event de TakeOver, c'est peut-être un peu léger. Euh, mais ensuite, pour revenir sur la victoire de Gonzalez, euh, alors, euh, je pense que son règne sera pas très long et enfin sera, on va dire, moins de 6 mois, on va dire. Et je pense que celle qui va la détrôner ne sera nulle autre que son ami Dakota Kai, qui va sûrement trahir et pas supporter d'être la numéro 2. Euh,
Mais après, je doute un peu parce que elle a quand même reçu beaucoup de réactions positives sur les réseaux sociaux et de la part de grands noms comme d'anciennes quelque chose, enfin, comme d'anciennes quelque chose de NXT, pardon, comme Rhea Ripley ou Bianca Belair, mais aussi de la part de Triple H, de Stephanie McMahon ou de William Regal. Donc j'ai peur que son règne s'éternise un peu. Et pour Yoshirai, j'espère que ça veut pas dire qu'elle va dans le main roster directement, genre par exemple au Raw après Mania. J'espère mais qu'elle aura un match revanche au moins. Et sinon, si ça veut dire, enfin, si cette défaite signifie qu'elle se rapproche du main roster, bah, j'espère pour elle mais, mais que les bookers auront des plans et des programmes pour elle parce qu'elle est trop forte et trop bonne dans le ring pour être négligée et mettre au placard et mise au placard, pardon. Euh, et donc, mais que ce soit à Raw ou à SmackDown, j- j'espère juste qu'elle sera dans des. Même si elle va pas vers le titre tout de suite, j'espère qu'elle sera dans de bonnes rivalités. Dans le main roster, il y a tellement d'histoires à raconter, que ce soit avec sa compatriote Asuka ou avec les Four Horsewomen ou avec Rhea, Bianca euh, et d'autres. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai rien d'autre à dire de plus, mais je suis plus intrigué par la suite que ça impose à ces deux femmes que par le match en soi. Je pense que la peur envers une possible montée de Io Shirai dans le main roster est totalement justifiée. On a vu, hein. Rien que prendre Asuka, alors on va me dire, oui, mais elle est championne, elle est à WrestleMania, d'accord. Voilà quoi, voilà le parcours. Ça fait 6 mois, elle a pas défendu son titre. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la situation d'Asuka. On est pas là pour parler de Raquel Gonzalez et de Io Shirai. Donc c'est à toi, Andrew. Vas-y, partage-nous eh bien ton ressenti sur ce main event. Ben moi, je vais commencer par prendre tout le monde à contre-pied. Raquel Gonzalez, j'aime bien. J'aime bien son personnage, j'aime bien même son catch, honnêtement, je vous trouve vachement dur avec elle. Je veux dire, quand vous comparez Raquel, par exemple, exemple tout con, à Nia Jax, enfin, je veux dire, il y a quand même une grosse différence par rapport à ça, alors que potentiellement, c'est quand même deux gros monstres de la division féminine. Euh, Même si on regarde toute la storyline entre les deux, dire oui, après, c'est vraiment Yoshirai qui fait tout le match, d'accord, mais pendant toute la rivalité, enfin, un bon quart de la rivalité, c'est Raquel Gonzalez qui domine largement la rivalité quand elle l'attaque. Enfin, pour moi, le changement de titre est légitime. Moi, je sens que ça va être un bon règne, qui va avoir des histoires intéressantes à raconter. Bon, faut bien choisir les adversaires en face, c'est sûr que si en face vous mettez des Candice LeRae, bon, ça va pas être folichon, parce que on se doute très vite du résultat. Mais moi, je trouve un bon match, même dans l'ensemble, hein, pas trop long à se lancer, comme vous dites. C'est vrai que bon, un bon 60% du match ou 70% du match, c'est Yoshirai qui a le contrôle. Mais Raquel a fait un travail plus que propre. Et voilà, honnêtement, oui, le spot sur le crâne est exceptionnel. Je pense que niveau spot, là, le premier qui me vient en tête, qui m'a fait dire, ah quand même, c'est l'année dernière Kevin Owens sur Seth Rollins. Mais non, moi je trouve que c'était un bon match dans l'ensemble. Honnêtement, pour moi, ça peut être l'un des matchs de la soirée. Enfin, pas de la soirée, mais des deux soirées enfin même si de la soirée techniquement parlant, de la soirée, ça peut être l'un des matchs. Après, voilà, à voir ce que ça va donner. Faut pas non plus envoyer tout de suite dire oui, son règne va être bancal. On ne sait pas, on va voir. C'est son premier règne de championne. On va pas dire que le championnat par équipe, ça a été un règne parce que vraiment, ça a été une vaste blague. Mais voilà, maintenant, à voir ce que ça va donner. Et j'espère honnêtement qu'elle vous fera démentir et qu'elle va prouver que ça peut être une grande championne de NXT, comme certains l'ont été, alors qu'au début, on misait pas un sou sur elle. Bah, je vais rebondir vite fait sur ce que t'as dit quand t'as commencé à parler. T'as fait un petit lapsus avec Rhea Ripley. C'est un lapsus révélateur pour moi en fait. Raquel Gonzalez, à mon humble avis, c'est Rhea Ripley mais en moins bien.
Et du coup, bah, c'est chiant parce que Rhea Ripley, elle vient de partir d'NXT. Et en fait, je vois pas où c'est que Raquel peut aller. Dans le sens où, bah, dans le ring, c'est pas foufou, quoi. Alors, évidemment, c'est mieux que Nia Jax, mais ça, c'est pas très dur. Et après, tu as aussi dit que les adversaires contre Candice LeRae, ça serait pas cool. Moi, je pense que ce serait très bien. Dans le sens où les oppositions de style, en général, ça marche. Genre, hier, c'était une opposition de style. Avant-hier, pardon. C'était une opposition de style. Et ça a quand même plutôt bien marché. Donc, bon, on verra bien en tout cas pour ce règne. Quelqu'un a quelque chose à rajouter peut-être sur ce match? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Eh ben écoutez, on va tout de suite passer à la nuit numéro 2 du coup. Et on commence avec l'opener de cette nuit numéro 2 qui a peut-être été le show stealer qui a peut-être été le show stealer tout simplement de ces deux nuits. C'était Santos Escobar contre Jordan Devlin pour déclarer un champion universel entre guillemets des cruiserweight, un champion indisputé. C'est bien mieux comme ça. Des cruiserweight. Et c'est Santos Escobar qui a battu Jordan Devlin dans un match vraiment incroyable. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Eh bien, merci mais de me lancer en premier sur ce match parce que je l'ai vraiment adoré. Vraiment, en effet, un des choses Steelers des deux nuits avec le match tag de la nuit 1. Vraiment, et moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment que moi, je m'attendais vraiment à un match ultra rapide, ultra rythmé, surtout on est chez les cruiserweights, et donc c'est une division où ça doit aller très vite, et en plus avec la stipulation du ladder match, il y avait vraiment moyen de faire un truc très très rapide, et au final, le début, alors je dirais pas mais qu'il était lent, mais il a été à un rythme normal. Enfin, on n'était pas essoufflé derrière notre écran, et c'est très bien comme ça aussi. Euh, j'ai bien aimé tous tous les spots car ils étaient amenés de manière intelligente. Par exemple, moi je pense en premier où Jordan Devlin pose une échelle sur le bord du ring. Escobar vient pour faire un tacle et Devlin soulève l'échelle et après frappe Escobar avec l'échelle mais par derrière. Et surtout, il y a un spot où j'ai très peur, c'est celui où Devlin fait un moonsault du sommet de son échelle. Et j'ai très peur parce que Escobar était vraiment collé au pied et j'ai peur qu'en fait Devlin se cogne la tête contre un barreau de cette échelle. Bon, au final, ça s'est bien passé, hein. Euh, le spot a eu aucun accro et tant mieux. Et après, je suis très content du résultat parce que moi je voulais voir Escobar gagner. Il a gagné en bon heel qu'il est avec une intervention de son clan qui a empêché Devlin d'aller décrocher le titre et qui l'a tabassé à l'extérieur. Et ensuite, Escobar a pu finir tout seul le travail. Euh, et la célébration à la fin avec son clan et avec son fils était très émouvante aussi. Et je suis très content pour lui qu'il ait conservé, qu'il ait conservé, que le champion intérimaire soit devenu le champion indisputé. Je suis très content pour lui et j'espère qu'il ira loin avec ce règne. Et, et juste petite remarque sur cette division, ça serait, enfin, je- j'aimerais juste, mais, mais que le champion NXT Cruiserweight se balade aussi à 205 Live parce que, bon, même si c'est pas l'émission qui est le plus vue sur le network, bah enfin, les catcheurs de cette division se battent quand même pour ce titre et si le champion n'est jamais dans ce show, c'est un peu étrange. Mais bon, j'ai pas de doute sur ça et qu'ils vont faire les choses bien. Santos Escobar est déjà champion depuis longtemps. Si on part sur le que oui, il est champion intérimaire, mais ça fait longtemps qu'il a cette ceinture, mais elle est tellement bien sur lui. Et ce match était clairement excellent. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de l'échelle? Bah évidemment, excellent, j'ai profité, hein. J'ai vraiment profité de ce combat. Évidemment, ça,
Gus dit que ça a mis un peu de temps à se lancer. C'est logique, c'est un match de l'échelle. Nous, ce qu'on veut, c'est voir des échelles. Et au début, bah, on n'en a pas. Il faut faire languir le public, ça se comprend. Il faut préparer un peu le terrain. Mais c'était un match incroyable. Il y a un deuxième spot, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est le Spanish Fly de Devlin sur Escobar, juste un peu après le moonsault, hein. Le moonsault qui est vraiment flippant, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai cru voir la tête de Devlin toucher un barreau. Par chance, non, c'est une illusion d'optique, mais c'était pas loin quand même, hein. Après, dans un sens, c'est logique. Ce match a été excellent parce que on s'attendait, comme tu l'as dit, Auguste, à voir des corps qui volent de partout, que ça aille super rapidement et tout. Et Escobar, en fait, c'est lui qui a mis le tempo du match. Et ce tempo, lui, il l'a vite cassé, il a vite fait son petit truc, au sol, beaucoup dehors aussi, beaucoup hors du ring, et a utilisé les échelles, mais en tant qu'arme, mais pas en tant que simplement pour voler dessus, comme on aurait pu s'y attendre. Donc ça, c'était très intéressant, ça prouve que c'est un catcheur très, très intelligent. Donc, content pour lui. J'aurais préféré voir Devlin, parce que j'aime beaucoup Jordan Devlin, mais il fait un très beau champion. Et après, l'intervention de sa faction est logique, hein. Elle est logique, mais elle était très cool. Je l'attendais plus tôt, moi, déjà, l'intervention. Mais elle est arrivée pile au bon moment, donc j'ai bien aimé. Et surtout, c'est l'image de fin. Je pensais que ça allait mettre un terme au match, cette intervention. Finalement, non. Devlin a su revenir, et très bien revenu, même. Il a failli remporter le match. Et la fin du combat, quand même, où en un seul coup, il me semble que c'est un coup de tête qui lui donne Escobar. Il envoie Devlin s'étaler, littéralement, il brise une échelle, quand même, il tombe sur une échelle et il la brise en deux, c'était flippant, mais c'était magnifique. C'est paradoxal, mais bon, les fans de catch sont paradoxaux, hein, c'est quoi ça, on le sait, c'est paradoxe. Et après, oui, la célébration est extrêmement belle, hein, c'est très émouvant avec son fils. Donc, hâte de voir la suite, hâte de voir la suite et qui pourra. Je vois pas Devlin remporter encore une fois ce titre. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Escobar et son titre désormais, parce qu'il n'y en a plus qu'un. Ils vont fusionner les deux. Ouais, franchement, les spots dans ce match impressionnant, il y en a plein. Il y a la Spanish Fly, le moonsault, le spot de fin où Devlin s'écrase. Il s'étale pas, il s'écrase contre cette échelle. Ça fait un bruit horrible. Il y a un autre spot, je vais le laisser peut-être à Andrew. Je sais pas s'il l'a relevé, sinon je le ferai juste après. Andrew, toi, qu'est-ce que t'as pensé de cet opener de la nuit 2? Ah ben moi je pensais que ça allait être difficile ou de faire mieux que la nuit 1 honnêtement parce que la nuit 1 c'est quand même un très bel opener même si la stipulation allait aider je m'attendais à un peu plus de botch mais ils ont une connexion les deux c'est impeccable je veux dire euh, oh j'ai oublié son nom Fantasma je vais l'appeler comme ça je suis désolé malheureusement je retiens pas les noms ce soir il a une arrogance son jeu d'acteur enfin je veux dire tout ça est Santos génial Escobar. voilà, Santos Escobar, il a beaucoup porté le match avec son attitude, son acting, enfin sa façon de provoquer tout ça. Jordan Devlin, pour moi, est un bijou, vraiment. Genre, moi, dès que je vois un match de Jordan Devlin, je suis à fond dedans, parce que ce mec, déjà, je regardais pas à la base la division Cruiserweight, et je l'ai vu catcher, et depuis, je voulais voir chaque fois ses combats. Après, le moonsault, l'écrasement à l'échelle, le Spanish Fly, tout ça. Même si j'ai trouvé que le Spanish Fly un peu moins, parce que j'ai l'impression qu'ils étaient en train de le préparer pendant qu'ils allaient le faire, genre ils comptaient au moment où il fallait s'élancer et tout le temps. Et tout ça, je trouve que ça s'est un peu trop vu. Alors, et moi, le spot que je retiens, alors il est pas exceptionnel, mais c'est vraiment le dive à l'extérieur niveau table des commentateurs où j'ai tellement eu peur pour Devlin qui s'écrase, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il s'écrase le crâne contre la table des commentateurs. Et encore, il a eu beaucoup de chance parce que je crois qu'il bouge la tête à ce moment-là. C'est vrai que ce match, il y a très peu de choses à dire dessus. Moi, personnellement, je suis déçu parce que je voulais vraiment que le règne de Devlin soit un vrai règne. Que voilà, Santos Escobar, on l'ait mis en mode champion de transition et voilà, on fait revenir Jordan Devlin et on lui remet le titre. Voilà, après la célébration est très belle avec sa famille, avec ses compères, c'est une très belle célébration. Après voilà, un match pour moi c'est facilement un 4 étoiles, 4 étoiles et demie. Parce que pour moi le Spanish Fly me fait un peu douter quand même. Mais voilà, à part ça, rien à dire dessus. Deux grands catcheurs et Escobar avec son acting a vraiment a vraiment fait pour moi une grosse partie du match. C'est vrai que le dive à l'extérieur,
au niveau de la table des commentateurs fait très très peur. Moi, c'est un autre dive que j'ai retenu. C'est celui où c'est Santos Escobar qui le fait, celui-là. Il envoie un dive, c'est plus un dive, c'est un missile Air Force, clairement, qui part entre les cordes. Et Devlin et Escobar viennent s'écraser contre une échelle qui reste droite. Je ne sais pas comment c'est possible, elle était parfaitement placée. Mais j'ai eu très peur à ce moment-là parce que si Escobar va trop vite ou trop loin, il s'écrase contre l'échelle et là, c'est très différent. Thomas, quelque chose à rajouter sur le match ou pas du tout? Oui, bah, je suis d'accord avec Andrew sur l'acting d'Escobar. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais ça a marqué. C'est un moment sur un des spots où Devlin contre Escobar et le fait retomber dos sur l'échelle. Et on entend parce qu'il est face à la caméra et donc au micro de la caméra. Et on l'entend sortir Ay cabron! Et il continue à parler dessus en espagnol et à exprimer sa douleur en espagnol. Ça, déjà, j'ai trouvé ça énorme parce qu'on ressent qu'il n'y a pas que de l'acting. On sent qu'il a mal. Donc, déjà, ça, c'est excellent. Et après, par rapport aux deux dives que vous avez mentionnés, donc sur le dive qu'on doit mentionner, donc le moonsault juste à côté de la taille des commentateurs, on a tous eu peur et l'arbitre aussi, parce que l'arbitre se précipite sur Jordan Devlin et on le voit qu'il y a quand même quelques secondes de flottement. Donc, je pense que là, déjà, ça ne devait pas être prévu comme ça. Donc, ça a vraiment fait peur. Et sur le deuxième, pareil, sur celui que tu as mentionné, PA, c'est incroyable parce que on voit en plus l'échelle tient par je ne sais quel miracle, l'échelle ne bouge pas. Et si elle tombe, par contre, j'ai revu plusieurs fois ce spot-là parce que ça m'a impressionné. Si l'échelle tombe, elle tombe sur Devlin. Elle tombe bien sur Devlin et à mon avis, là, il se casse un truc. Donc, on sent que c'est deux grands professionnels en plus de nous avoir fait un match incroyable. Tout était réglé, quoi. C'était incroyable. Ça, on peut vraiment les féliciter pour ça. Clairement un match de folie qui a très très bien mis en place cette nuit 2. On enchaîne avec le deuxième Si, match. Oui, Andrew. pardon, je suis désolé. Si je Vas-y, peux me vas-y, permettre, vas-y. personne n'a vu le moment sur le Spanish Fly où vraiment il se regarde, on a l'impression qu'il compte, ou je suis le seul à l'avoir vu? Si, si, si. Alors Oui, moi, je l'ai oui. vu, mais ça m'a pas choqué dans le sens où j'ai vraiment pensé que, en fait, vu comment les deux ont mis la fiole comme s'ils s'aimaient pas, pour moi, c'est Devlin qui lui dit, si je tombe, tu tombes avec moi et on est parti, quoi. Et du coup, ça m'a pas choqué dans le sens où oui, ils sont obligés de compter, bien sûr, ils sont obligés de se mettre en timing, mais pour moi, ça m'a pas choqué en tout cas. Voilà. Bon, bah voilà, c'était tout ce que je voulais savoir parce que je voyais personne en parler, donc je me suis dit peut-être que je suis le seul à avoir vu. Non, non, on l'a bien vu, mais pour moi, ça fait partie du match et c'est magnifique. En tout cas, comme je l'ai dit, on enchaîne avec la première défense de Shotzi, Blackheart et Ember Moon, qui défendaient pour la première fois leur titre par équipe féminin dans un NXT TakeOver. C'était contre The Way, Candice LeRae et Indy Hartwell, et ce sont eh bien, les championnes qui ont conservé leur titre. Alors c'est un match un peu moins excitant bien sûr que le match de l'échelle, mais qui était quand même très très bon dans l'ensemble. Auguste, vas-y, dis-moi ce que tu as pensé de ce match féminin. Alors, personnellement, j'ai été très déçu de ce match. Pour moi, c'est le plus mauvais des deux nuits. Alors, c'est pas parce que c'est le plus mauvais que ça veut dire que le match est nul, parce que si tous les autres mettent la barre entre 3 étoiles et demie et 5 étoiles, celui-là c'est un 3 étoiles, donc ça veut pas dire qu'il est mauvais en soi, mais je l'ai pas trouvé à la hauteur d'un takeover. Pour moi, c'était un match de weekly à NXT classique. Il m'a pas spécialement marqué, et à part le spot, mais que la WWE fait maintenant trop souvent, la Tower of Doom où les 4 sont dans le coin, et il y a du coup en même temps une superplex, une German suplex et un powerbomb. Euh, à part ce spot-là, j'ai rien retenu de marquant. C'est un match tag assez classique où c'est l'équipe Hill qui domine une grande partie du match, et c'est Shotzi qui encaisse. Elle fait le hot tag à Ember Moon, et 5 minutes après, le match est terminé. Je suis relativement surpris de voir les championnes conserver leur titre. Je pensais vraiment que ces titres n'allaient pas rester longtemps dans la main des propriétaires, parce que je voyais bien The Way dominer avec 3 ceintures dans leur rang, mais ce sera pas le cas peut-être pour le futur.
Mais en tout cas, oui, pour moi, c'est un match classique qui est légèrement en dessous de ce qu'on pourrait attendre pour un takeover, mais qui reste bon sans plus dans l'ensemble. Je te trouve relativement dur avec ce match. Et moi, j'ai un spot qui m'a marqué évidemment, mais je vais pas le dire parce qu'il est quand même marquant. Je pense que les deux autres compères vont nous le sortir. D'ailleurs, Andrew, est-ce que tu vas me le sortir peut-être? Je ne sais pas. On verra. Andrew, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match par équipe féminin? Après, moi, le problème, c'est pas plus avec le match que, malgré quatre très bonnes catcheuses à l'intérieur, c'était un bon match, hein, je vais pas dénier le contraire, mais honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal avec les tag teams féminins. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a que Yoshirai, non, pas Yoshirai, Dakota Kai et Asuka, où vraiment, des fois, elles m'impressionnaient en, en 2v2 par équipe. Mais c'est vrai que la tour était spectaculaire, mais alors moi, je pense que tu voulais parler de ça, PA. C'est le dive de Chelsea Blackheart. Elle m'a fait peur. Mais elle m'a fait tellement peur. J'ai vraiment cru que ça allait mal se terminer et qu'on allait avoir un changement par équipe pour blessure. Vraiment, elle s'élance et on voit très bien que ça va aller trop loin et elle arrive bien à se rattraper pour pas, euh, pour pas se foirer. Mais ça m'a fait très très peur. Après, non, c'est un bon résultat parce qu'il fallait pas changer les titres maintenant, parce que ça aurait fait deux fois en en moins d'un mois. J'aurais trouvé que ça fait court. Le Suck It de Ember Moon est génial. Vraiment, je l'ai trouvé, il m'a fait rire. Il est bien exécuté, il m'a fait rire, donc c'était parfait. Et après, par contre, le seul petit bémol, tout le monde a aimé ce spot, mais pas moi, je trouve que c'est le double Eclipse. Je la trouve pas si bien réalisée que ça. Puis surtout que la personne qui est derrière en prend moins que celle qui est devant, donc voilà. À part ça, bon match, bon résultat, rien à dire de plus sur ce sujet. C'est bien évidemment le dive de Shotzi Blackheart que je voulais mettre en avant parce qu'il m'a fait très peur aussi. Et je suis très fan de Shotzi Blackheart. Ça m'aurait bien emmerdé qu'elle se soit fait mal sur ce truc. Elle a l'air d'aller bien. Je pense qu'elle l'a senti quand même le lendemain matin. Et c'est vrai que pour le double éclipse, ça a un peu loupé. Thomas, toi, t'as pensé quoi de ce match? Déçu ou pas déçu? Ah bah non, au contraire, j'ai adoré ce match. Vraiment, je trouvais que c'était un excellent combat. Donc après, par rapport, juste un mot sur le spot, sur le dive. C'est un suicide dive qui porte vraiment bien son nom. J'ai eu peur aussi parce que elle n'arrive pas à tomber sur Candice LeRae ou sur, j'ai oublié son nom, quelle honte, la coéquipière de Candice LeRae. Indie, J'ai plus son nom, Indie. tant pis. Voilà. Je, donc là, j'ai eu peur, attends, pas dessus. Donc là, j'ai vraiment eu peur, mais bon, tout va bien. Après, Auguste dit c'est un match très classique, digne d'un weekly de NXT. Je suis pas d'accord. C'est certes, il est classique dans sa conception, c'est très 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 basique avec le tag, tout ça. Après, je trouve que c'est un vraiment très bon combat. Ça s'est bien passé, les tags se sont fait très très bien. Les prises, même à deux, il y en a pas eu énormément, mais elles sont quand même été très bien faites. Je trouve que le combat était bon, mais un très bon combat. Après, ouais, franchement, il y a même pas de doute, la meilleure c'est Ember Moon. Enfin, elle a surnagé. Les autres ont été excellentes, il n'y a pas de souci. Et, Ember Moon, elle est à un niveau au-dessus. J'ai jamais vu ça. Même au niveau féminin, pourtant, on a les Force Women, ça, on a vu des très beaux combats féminins. Mais elle est quand même au-dessus de tout ça. Et j'ai j'ai vraiment envie de la revoir en solo, en fait, avec un titre en solo. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle va un peu s'encrouter dans la division par équipe. Donc c'est très cool, hein. On va voir des beaux combats. Mais elle est à un niveau tellement au-dessus d'un match par équipe. C'est abusé. Enfin, faut lui donner carte blanche sur un des matchs en solo de 20 minutes, elle. Hein. C'est parce qu'elle est rentrée avec le hot tag, elle a mangé tout le monde. Techniquement, avec la vitesse, au niveau des prises, moi, elle m'impressionne à chaque fois. Hein. J'adore Ember Moon depuis le début, mais là, dès que je la vois sur un ring, elle est ultra impressionnante et je suis vraiment très content de l'avoir gagnée. Ouais, Ember Moon, bien qu'elle ne soit pas au-dessus de tout le monde, hein, bien évidemment, mais elle est très très, elle se fait, voilà, elle sait quoi faire dans un ring. Elle est pas embêtée dans un ring. Ça, c'est sûr et certain. Oui, Thomas. Je sais qu'il ne faut pas dire. Contredis-moi.
Oh non, mais je vais pas te contredire. Je sais que Sacha Banks, c'est pour toi très important. Mais bon, faut quand même pas déconner, quoi. On est quand même à un autre niveau que Sacha Banks avec Ember Moon niveau in-ring. Je ne vais pas rebondir. Je vais enchaîner avec le prochain match. C'est le match pour le titre nord-américain. Bronson Reed revient à la charge après son match de la nuit 1. Et cette fois-ci, il est en 1 contre 1 contre Johnny Gargano, qui est accompagné par Austin Theory. Ça a son importance un petit peu parce que il était là. Et au final, c'est le champion qui reste champion, Johnny Gargano, Bronson Reed et continue son règne en tant que champion nord-américain. Andrew, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Très bon match, il n'y a pas à dire. Honnêtement, Bronson Reed et Gargano, excusez-moi. Bronson Reed et Gargano, c'est des personnes qui savent faire le spectacle. Bronson Reed m'impressionne de plus en plus. Et après, honnêtement, le Gargano Hill, malheureusement, je n'en peux plus. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Depuis le début, au début, je me suis dit oui, bon, c'est peut-être un changement de gimmick, il faut peut-être que je m'y habitue. Mais plus on avance, plus je me rends compte que non, c'est pas un changement de gimmick, c'est que je n'arrive pas à être, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans dans ce personnage. Bronson Reed, il va vraiment falloir lui donner un titre aussi, je pense, parce qu'il mérite. Honnêtement, c'est comme Dexter Lumis, c'est des catcheurs comme ça qui n'ont jamais eu de titre à éditer et pourtant il faudrait peut-être leur en donner un à un moment donné. Voilà, un match correct. Hein. De toute façon, Gargano dans un ring, c'est rarement décevant, pour moi, de mon avis personnel. Après, faut vraiment qu'il perde la ceinture, parce que c'est pareil, ce règne, à force, il est insipide. Et malheureusement, depuis le départ de Priest, il y a très peu de gens qui sont allés le chercher là-dessus. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, mais j'espère vite qu'il va perdre la ceinture, et j'espère que ça va être soit pour Loomis, même Elite Knight ou Reed. Donc à voir, mais très bon match dans l'ensemble. Hein. De toute façon, tout, à chaque match de NXT, on est rarement déçu. Donc voilà. Ouais, Johnny Gargano, c'est du top tier dans le ring et Bronson Reed, d'accord avec toi, mérite un titre. Et je pense qu'il va en avoir un. Il faut juste attendre un petit peu. Toi, Auguste, qu'est-ce que tu as pensé de ce match pour le titre nord-américain? Je rejoins Andrew, hein. C'est un très bon match de catch où c'était puissance contre technique. Euh, j'ai passé un bon moment en voyant ce match. Il a duré le temps qu'il fallait. L'action était bonne. Les deux catcheurs ont fait et savaient ce qu'ils avaient à faire. Après, sur la victoire de Gargano, je la trouve, on va dire, logique parce que pour moi, il reste un cran dessus de Bronson Reed. Et en plus, Bronson Reed avait un match dans les pattes de la veille. Et encore en plus, Gargano avait Austin Theory dans son coin et qui est intervenu plusieurs fois dans le match pour distraire Bronson Reed. Euh, Ensuite, je pense aussi que Gargano devrait perdre son titre et je trouve que la mid-card de NXT est remplie de superstars qui pourraient aller le chercher. Déjà, les 6 qui étaient présents dans le gauntlet de la première nuit, pour moi, sont des potentiels euh, champions nord-américains. Et il y en a sûrement d'autres, mais que j'ai pas en tête maintenant, mais qui pourraient très bien faire l'affaire. Euh, donc, euh, j'espère que son règne va également bientôt se terminer. Mais sur le match en soi, je suis pas choqué, ouais, voilà, qu'il ait conservé son titre. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. La mid-card de NXT est très, très, très belle. Très prometteuse aussi pour l'avenir, même si on sait que c'est pas forcément des jeunes, mais bon. WWE s'en fiche un peu de la jeunesse, visiblement. Thomas, toi, rapidement, tu as pensé quoi de ce petit gros match? Pour moi, c'est la surprise du show, en fait. Je m'attendais évidemment à un bon match, parce que bon, les deux sont très bons sur le ring, ça, il n'y a pas de doute, mais je m'attendais pas à un match comme ça. Déjà, par sa longueur, c'est quand même un match très long, il a duré pratiquement 20 minutes, je m'y attendais pas. Et pour moi, je suis d'accord, hein,
Enfin, Auguste, tu dis que c'est logique que Gargano gagne. Franchement, pour moi, Bronson Reed aurait dû gagner sur ce combat. Au vu de ce qu'il a montré, il aurait dû gagner. D'ailleurs, sans Austin Theory, il gagne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ça va être à suivre parce que rien que sur le match, les moonsaults, les suicide dive et tous les spots où il arrive à renverser Johnny Gargano, il est d'une agilité. À chaque fois, hein, on pourrait le dire à chaque fois ça, hein, mais je m'en remets pas. Ça m'impressionne à chaque fois. Donc pour moi, il aurait vraiment dû gagner ce combat. Donc j'espère de le revoir un Johnny Gargano Reed incessamment sous peu, et j'espère qu'il y aura pas Austin Theory en fait. Il faudrait mettre une stipulation pour éviter d'avoir Austin Theory autour, parce que n'a pas vu autour du ring. Il est juste apparu 2 fois, où il s'est fait quand même gentiment refoulé par Bronson Reed, ce qui m'a fait plaisir personnellement. Mais voilà, je veux voir Bronson Reed avec un titre, et je veux voir un autre match entre les deux sans Austin Theory autour, pour voir enfin un match clean, quoi. Parce que c'est vrai que Gargano Hill, c'est compliqué. Mais, mais ça me dérange moins que toi, Andrew. Donc, je veux juste revoir un match entre les deux et je veux voir Reed gagner, quoi. Parce que là, il le mérite. Avec un match pareil, il le mérite, hein. Je suis d'accord. Bronson Reed peut être l'avenir de cette compagnie. Il faut juste que la WWE ne le gâche pas. Et ça, c'est compliqué, hein. On le sait, bien sûr. On va enchaîner tout de suite avec les deux main events de cette nuit 2. On commence avec le premier pour le titre de champion de la NXT, tout simplement. Finn Balor défendait son titre contre Karrion Kross. Et je vais le dire malheureusement, c'est Karrion Kross qui a récupéré le titre de la NXT, qu'il n'a jamais vraiment perdu suite au fait qu'il a été blessé, tout simplement. Il a dû relâcher le titre. Mais voilà, nouveau champion de la NXT, Karrion Kross. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Andrew, je vais commencer avec toi. Je suis très déçu. Voilà, je, je voulais voir un règne de Balor construit. On savait que s'il battait Cross, ça aurait été un champion accompli, même si en battant Cole et O'Reilly, voilà. Mais Cross, c'était vraiment un gros morceau pour le coup. C'est quand même l'ancien champion. Il a dû laisser sa ceinture. Donc c'est vrai que s'il le battait, ça aurait vraiment enfin tapé, pardon, du poing sur la table. Et le fait qu'il leur donne la crosse directement après son retour et qu'il ait eu très peu de rivalité, et directement il est revenu, on l'a remis sur le devant de la scène. Ça me déçoit, même si le match en lui-même, c'est pas vraiment un match que j'ai apprécié parce que Karrion Kross Ring, pour moi, c'est lent, c'est lourd. C'est vrai que Balor a vraiment fait le taf pour donner son maximum là-dessus. Mais après, voilà, ils ont donné le titre à Kross, ils ont donné le titre à Kross. Je sais pas, peut-être plus la confiance pour Baylor, mais et voilà, je suis très déçu. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire avec Baylor parce que ben, voilà, il a été champion NXT. Et je te lui faire garder ce personnage et l'emmener dans le main roster encore une fois, ça pourrait peut-être marcher, je ne sais pas, mais je sais absolument pas ce qu'ils vont faire de Baylor et ça me fait très très peur pour la suite. Parce que Baylor est un catcheur excellent pour moi, je suis pas très objectif, parce que c'est mon catcheur préféré, mais je sais pas, j'ai hâte de voir où ils vont l'emmener, où ils vont le mettre. Maintenant qu'ils lui ont fait perdre la ceinture, pour moi, trop tôt. Hum, je voulais que Finn Balor gagne, mais c'était sûr que Karrion Kross allait gagner. Le truc, c'est que ils l'ont juste remis. En fait, ils ont juste fait flashback, juste au moment après où il bat Kesley, et voilà. Et ils ont dit, let's go, en fait, on repart. Donc, à voir ce qu'il va faire avec Karrion Kross. Je suis d'accord avec toi, Andrew, je le trouve lent, je le trouve, il a pas vraiment de charisme. En fait, le charisme qu'il a, il est apporté par Scarlett. Mais ouais, je suis très déçu aussi. Toi, Auguste, t'as pensé quoi de ce match et du résultat aussi? Mm. Alors, pour une fois, je vais pas aller dans l'autre sens. J'ai vraiment apprécié tout ce qui est eu avant, pendant et après le match. Déjà avant j'ai bien aimé mais que on a eu des des récapitulatifs de leurs stats et j'étais très enfin et ce qui était très surprenant c'est que les deux avaient des stats de ouf, genre Karen Cross il était en 12-0 en match simple à NXT et Baylor était en 14-1 en match à TakeOver, enfin en ratio de victoire à TakeOver. Donc c'était deux monstres. Le match en soi, j'ai vraiment aimé. Moi,
pour ces matchs-là, mais qu'ils soient lents et lourds, ça me dérange pas parce que il y a le prestige du main event et du titre principal. Donc, moi, je m'attendais à un match lent, donc moi, ça m'a pas surpris. Et pour le coup, ça me dérange pas. Surtout, mais que la puissance des coups et que l'impact que met Karen Cross dans ses coups, je la trouve folle. Sur le point charismatique, c'est vrai, mais que Scarlett apporte beaucoup, mais je trouve que Karen Cross a vraiment une personnalité propre qui peut marcher et qui, je pense, va s'améliorer avec le temps. Et ensuite, sur la victoire, je trouve ça logique. Enfin, ils ont juste redonné à Cross ce qu'il n'avait jamais perdu. Bien que. Et c'est assez rare pour être souligné parce que quand Finn Balor, lui, avait perdu son titre universel sur blessure, il a mis beaucoup de temps avant qu'il donne une revanche. Et encore, ils l'ont donné une revanche à Raw et c'était presque anecdotique vu qu'après, il y a eu Strowman qui encaisse, le Shield qui arrive. Enfin, c'est complètement passé à la trappe. Euh, donc, pour une fois, il retourne au point de départ, ce qui est bien pour Cross, que ça veut vraiment dire que tous les dirigeants ont vraiment confiance en lui et mis sur lui sur les prochains mois, prochaines années. Donc, moi, je trouve ce résultat logique et j'apprécie. Et après le match, toute la mise en scène avec Scarlett, toute la fumée et les écrans, j'ai trouvé ça très beau visuellement à voir aussi et très impatiente de voir la suite. Et pour Finn Balor, j'aimerais bien le revoir à Raw. Enfin, j'aimerais bien qu'il revienne à Raw au Raw d'après WrestleMania avec plus d'assurance, toujours en heel, et partir sur une rivalité Drew McIntyre, champion de WWE, contre Finn Balor. Je trouverais ça génial. Alors, je vais pas être objectif pour le coup. Moi, j'ai très envie de voir Finn Balor à SmackDown parce que c'est le show que je regarde. Ça me ferait kiffer de voir Finn Balor tous les vendredis soirs. Mais de toute façon, Finn Balor, pour moi, doit revenir dans le main roster. Maintenant, j'espère qu'il va avoir un meilleur booking que la première fois, même s'il s'est blessé assez vite. Quand il est revenu, il y a quand même eu une bonne année où en fait, il faisait pas grand-chose. Et on ne peut pas gâcher un talent comme Finn Balor. Je vais donner la parole à Thomas pour le dernier avis sur ce combat entre Karrion Kross et Finn Balor. Alors, mon avis dessus, évidemment, je voulais voir Finn Balor gagner. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Mais suite à ça, après, ça reste, franchement, j'ai vraiment adoré ce match. Parce que c'était un match où, digne d'un main event de TakeOver, ce qui n'est pas le cas de tous les matchs. C'était un match à l'expérience en fait de Finn Balor. C'est lui qui a dominé le match, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y allait à l'expérience. C'est le cas, il y a énormément d'expérience au Japon, en Europe et aux États-Unis. Et on le voit, dès le début, il s'en est pris au bras de Karrion Kross, le bras gauche d'ailleurs, qu'il a utilisé pour mettre à terre Finn Balor. Pendant tout le match, il était dessus. Dès le début, il a donné des coups, il a essayé de le tordre, les prises de soumission, il a tout fait. Donc déjà, ça, c'est un match à l'expérience. Pareil, on voit dès le début, il a fait le trash talk. Il a commencé à se moquer de Karrion Kross quand il lui faisait une prise. Alors, on a l'impression que ça ne l'atteignait pas. Ça, c'était vraiment ultra intéressant. Même vraiment, il lui sort quand même plusieurs fois. Hein. That's all you got, that's all what you got. Genre, t'as que ça à donner, t'as que ça à me faire. T'es mauvais, t'es pas digne d'être un champion, quoi. Donc déjà, ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a déjà le côté heal qui ressort, puis le côté expérience aussi. Il sait ce que c'est les gros matchs, une Balor. Et ça, il l'a montré. Et donc, ça peut aider Karrion Kross aussi. Après, concernant Karrion Kross en lui-même, euh, il a subi, mais il a été intéressant dès que Scarlett lui a dit de sortir un peu de son côté gladiateur, quoi, à la fin, où il se sort de la prise de soumission et où il fracasse le cou de Finn Balor. Déjà là, j'ai eu peur, parce qu'à un moment, Finn Balor ne réagit plus. Il y a quand même des coups d'avant-bras et de coudes dans la nuque. Ça fait flipper. Donc, il était au sol, il répondait plus. Mais à suivre, j'ai hâte de voir son règne quand même. Parce que bon, il est champion, à voir ce que ça va donner. Il a quand même le physique, il a la tête de l'emploi, donc ça peut fonctionner. Il a la confiance en plus, comme tu l'as dit, Auguste, ou Andrew, je sais plus, il a la confiance, donc ça peut le faire. Après, Balor, moi, pour moi, il va continuer à NXT. Il va continuer au moins quelques temps à NXT pour pourquoi pas aller rechercher un titre, ou au moins quelques matchs importants, quoi.
Parce que tu le saurais si tu avais lu l'interview que j'ai faite de Finn Balor, il a envie de rester. Il a envie de rester parce qu'il a eu l'impression d'avoir fait le tour un peu au main roster. Donc, au moins, je pense quelque temps, il va rester. Après, à voir comment ils vont s'en servir. Ça, c'est une autre paire de manches, par contre. C'est vrai que avoir un Finn Balor qui reste à NXT, mais sans un titre, ça peut faire bizarre. Peut-être qu'il va aller taper sur Johnny Gargano pour, je sais pas, devenir champion nord-américain. Pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai très envie de revoir Finn Balor dans le roster principal. Et du coup, ben, les prochains shows de NXT vont voir Karrion Kross en champion masculin et Raquel Gonzalez en champion féminine. Je suis un peu désolé de dire ça comme ça, mais c'est quand même un downgrade par rapport à la paire Io Shirai et Finn Balor. Mais bon, c'est comme ça. On enchaîne avec le dernier match de cette soirée, le match le plus violent de loin, hein, et en même temps c'est normal. C'était un match non sanctionné entre les anciens potes de l'Undisputed Era. Kyle O'Reilly a combattu Adam Cole pendant 45 longues minutes. Et vous le savez à qui je vais donner la parole en premier. Bien sûr, je vais la donner à Thomas. Vas-y Thomas, the floor is yours, comme on dit aux États-Unis. Ah, merci. Alors, tu vois, pour tous les matchs, tous les combats, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes que j'ai un peu je les ai un peu redites sur chacun des matchs. Donc, on a parlé. Là, j'ai pas pris de notes. Parce qu'il n'y a même pas besoin de prendre de notes. Il y a juste à profiter. C'est tout. C'était juste incroyable ce combat. Toi, tu dis 45 longues minutes. C'était juste parfait les 45 minutes. C'était exactement le temps qu'il fallait pour un match pareil. D'une brutalité rarement vue quand même à la WWE. Ils sont quand même allés à coups de chaînes de sortes de tournevis, je sais pas comment ça s'appelle, pour changer les pneus là. Ils sont quand même allés dessus. Il a quand même frappé dans les côtes avec ça. C'est- C'était d'une brutalité, d'une violence énorme, mais c'était parfait 45 minutes. Je sais que toi tu as trouvé ça long, mais pour moi c'était le temps parfait parce que tu ne peux pas faire un match de 25 minutes sur une histoire pareille. Ils sont- il y a eu 4 ans d'Undisputed Era pratiquement. Ils ont tout gagné. Ils ont eu les titres en même temps, à part Evolution. Je vois pas qui a eu tous les titres d'un roster en même temps dans une faction. Et là, et en plus de ça, il y a une amitié qui a été mise en avant. Ils se connaissent depuis presque 15 ans. Ils ont été sur le circuit indépendant ensemble. Tu peux pas régler euh, un match comme ça, mettre fin à une faction et à une amitié en 25 minutes. Tu peux pas régler ça comme ça. C'est pas possible. Et là, toi, tu dis que c'est trop long. Pour moi, c'était le temps parfait. Surtout que, vu ce qu'il y a eu comme, comme spot dans ce match, donc il y en a trop pour les dire, mais on va en dire deux ou trois. Moi, je vais en dire deux ou trois, rien que sur la scène, tout simplement, à l'entrée. Ils passent quand même à travers le sol de l'entrée, tous les deux. Adam Cole termine en fracassant le côté de l'entrée à coups de pied. Je crois pas avoir vu ça à la WWE, encore moins à NXT, bien qu'ils aient l'habitude de ces matchs comme ça avec la rivalité Tommaso Ciampa, Johnny Gargano. C'était incroyable. Il y a tellement de spots. Et puis la fin, que dire? Je me suis enflammé moi aussi, hein. À la fin, on a Adam Cole qui tente un last shot, Riley qui se relève. Et même à la je me perds tellement c'est fou. Adam Cole qui refait la souplesse sur les escaliers en métal. Il se dit que c'est terminé. Non, O'Reilly relève juste un bout d'épaule. Ça, c'était fou. Et même le last shot à la fin de O'Reilly qui se venge comme ça avec ce last shot. Et Adam Cole qui finit sur civière avec une Minerve, c'est déjà un exploit que O'Reilly puisse finir debout, déjà. Après un match pareil d'une brutalité, c'était fou. Ça aurait pu être sanglant, ça aurait même pas été choquant tellement c'était fou. Et même, juste un dernier mot dessus, après je laisse parler mes collègues, mais c'était pas un arbitre pour ce match. C'était un unsanctioned match et que William Regal avait demandé à ce que dans le contrat soit stipulé que le NXT n'avait rien à voir avec les possibles soucis de santé après. C'était un des hommes forceurs, c'était un des gardes du corps qui arbitrait ce match. D'ailleurs, qui s'est pris un coup d'Adam Cole qu'il a regretté immédiatement. Et, voilà, déjà, rien que ça, c'est un détail, mais c'est tellement impressionnant et c'est tellement important dans ce genre de combat que moi, c'était juste parfait. J'ai pris mon pied. J'étais debout devant mon ordi à la fin, comme le public du Capitol Center.
dis-toi que à 4h45 du matin, t'es pas debout devant toi. T'as vraiment envie que ça se termine. Alors, je prends ça en compte dans mon jugement quand je dis que c'est trop long. Effectivement, je l'ai regardé en live. Le match a commencé à 3h50 du matin et a fini à 4h45. Bon, voilà, ça pique. Donc, effectivement, avec la nuit 1 et la nuit 2 accumulées de sommeil assez court, faut le dire, j'avais juste envie que ça se finisse. Maintenant, attention, je dis que c'est trop long. J'ai trouvé le match incroyable. J'ai vraiment aimé ce match. Mais 45 minutes, c'était long. Et puis à la fin, il y avait plus d'intensité. Alors effectivement, vu ce qu'ils se sont mis dans la gueule, c'est normal. Mais ouais, pour moi, 45 minutes, c'est trop long. Je pense que tu aurais pu faire tout pareil en 30-35 minutes. Et enlever peut-être un ou deux spots. Euh, Parce que par exemple, l'espèce de brainbuster sur les escaliers, il y a 2 semaines, Kyle O'Reilly, il prend le même, il finit en civière, et là, il se dégage. Ouah, ça, c'était pas, voilà. C'était Il pas. se dégage, Oui, à la il dernière, lève même il plus lève un un near bout fall, d'épaule, d'accord. même plus un near fall, et voilà. C'est un beau dégagement, mais voilà quoi. Tu es parti en civière il y a 2 semaines, donc on sait que ça te fait mal. Ne te dégage pas. Donc bon, voilà, c'est mon avis. En tout cas, après, je vais donner la main à Auguste. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Bah là, je suis à 100% d'accord avec Thomas. La, la durée était parfaite. C'était ce qu'il fallait pour un match de ce genre. Les spots, on en a eu à la pelle et ils étaient super violents, super brutaux. C'est dingue qu'ils aient pu poursuivre le match sur leurs deux jambes. Les deux sont fous d'endurance et de cardio surtout. Euh, il y a juste un spot où j'étais ouais, c'est pas même que j'étais déçu, mais leur manque de timing a un peu diminué l'impact de ce spot. C'est le premier la shot de Adam Cole où Adam Cole est à peine parti dans les cordes que Kyle O'Reilly s'écroule par terre. Ça a été bien, mais qu'il esquive la prise comme ça, au lieu mais de le faire alors que Adam Cole n'a pas encore porté la prise, mais bon, c'est qu'un détail. Et puis après, oui, il y a quand même ce spot-là où les deux traversent la scène où je m'attendais pas du tout, parce que je pensais que c'était vraiment solide. Enfin, que en tout, la plaque de métal, il y avait un vrai sol, mais en fait, non. Donc, très visuel, très impressionnant. Et je vais aussi relever deux autres spots que Thomas ne m'a pas dit, mais le premier il est arrivé en milieu de match où la chaîne était déjà accrochée à la troisième corde et où Kyle O'Reilly veut faire une prise à Adam Cole en prenant son élan dans les cordes et Adam Cole le contre en tendant la chaîne et du coup elle arrive mais dans la gorge à O'Reilly et ça le sèche. Ça j'ai trouvé ça très très original et, euh, et très visuel. Et le dernier spot, bah, c'est le finish. C'est O'Reilly qui met la chaîne, enfin qui bloque la chaîne sur son genou. Il bloque la tête d'Adam Cole entre les pieds d'une chaise et c'est une descente du genou, du coup chaîné, sur la nuque de Adam Cole mais qui fait une chose. Enfin, c'était super violent. Et vraiment, j'étais vraiment très étonné de voir ça chez WWE qui lisse de plus en plus son produit pour que ça puisse plaire au plus de monde possible. Mais bon, moi j'ai trouvé ça génial. Et puis la célébration de O'Reilly, je l'ai aussi trouvé incroyable parce que il se lève, il est à bout de force, il tient à peine debout et son regard vers Adam Cole qui part en civière, enfin, c'est un peu, mais comme s'il était désolé mais d'en être arrivé jusqu'à là, enfin, mais d'avoir poussé la violence à ce point-là, mais en même temps, il se sentait obligé de le faire pour régler ses comptes avec son ancien ami. Et j'ai trouvé ça génial. Maintenant, j'attends de voir la suite, parce que après une performance comme ça, même si ça rentre pas dans le cadre de NXT, j'espère que le prochain adversaire de Karen Cross, bah, ça sera Kyle O'Reilly, parce que il mérite vraiment sa chance. Mais bon, pour ça, il faudra attendre
les prochaines semaines et mardi prochain, vu que NXT passe à partir de la semaine prochaine au mardi. Mardi prochain, bien sûr, rendez-vous pour l'épisode après Takeover de NXT, bien évidemment. Mais globalement, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je vais le redire, mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon match aussi. Encore une fois, juste trop long. Voilà, hein. Je continue à dire ça. Mais les spots sont incroyables. On n'en parle que très peu, mais là, les deux, Adam Cole et Kyle O'Reilly, se lever du lit, ça a dû être très compliqué ce matin. Je vais juste relever un spot avant de donner la parole à Andrew. C'est juste après le brainbuster de Kyle O'Reilly sur la table des commentateurs. Adam Cole rampe vers le ringside et Kyle O'Reilly vient le chercher et il prend un coup de télé et ça m'a fait hurler de rire. Alors c'est terrible, hein, je suis vraiment sadique, mais j'ai beaucoup ri. Et je trouve que c'était un des spots marquants de ce match. Andrew, je vais te laisser conclure sur ce match. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du main event de NXT TakeOver Stand and Deliver Night 2? Long, j'ai pas long, bon, mais long. Et quand c'est trop long, ben, ça en devient un peu moins bon, malheureusement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Ça a été un très bon match, beaucoup d'intensité. J'adore cette rivalité. Kyle O'Reilly, pour moi, est une merveille. Adam Cole est est splendide. Je sais pas comment expliquer. C'est deux très bons catcheurs. Ils sont énormes. Il n'y a rien à dire dessus. Mais c'est long, 40 minutes de match. Même si Thomas dit oui, mais en 25-30 minutes, c'est compliqué à raconter. Non, tu peux faire moins de spots et plus rentrer dans le logique, parce que c'est vrai que PA a raison. Il y a un moment donné, sur les marches, tu prends ça 2 semaines auparavant, tu prends sur Philippe, t'es pas loin de la crise de. Tu fais des convulsions à ce qui paraît, là, tu t'en dégages. Enlever ce spot, enfin, raccourcissez-le pour que ce soit un match parfait. Parce que moi, vers 4h15, normalement, là, à la fin du show, moi, je commençais à ralentir et moi, j'ai dû arrêter là, j'ai dû arrêter en plein milieu d'un combat parce que le combat était trop long. Après, je l'ai vu en replay, mais ce combat est parfait, il n'y a rien à dire à part la durée, mais sinon, c'est bien travaillé, ça se voit qu'ils se connaissent, ça se voit que ils ont une alchimie parfaite entre eux et il n'y a rien à dire dessus. Et voilà, et maintenant, ben, ce qui se passe, c'est à voir où ils vont mettre O'Reilly ou ce qu'ils vont faire avec Roderick Strong et Bobby Fish. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, honnêtement. Et voilà, on conclut ce show par une merveille sur un show qui a été merveilleux. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas grand chose à dire à part ça. Ouais, ben avec Andrew, on est d'accord. Voilà, c'est bon, il y a des spots qu'on aurait pu enlever et mais surtout, c'est un bon match et c'est un très très bon moyen de finir ce NXT Takeover Stand and Deliver qui a été très bon dans l'ensemble. Messieurs, avant qu'on on laisse nos auditeurs en paix, je vais vous demander de me donner votre match préféré, les deux nuits confondues. Voilà, vous pouvez choisir un match. Alors, on va commencer par le plus obvious. Je vais demander à Thomas, même si je pense savoir la réponse déjà. Vas-y, mon Thomas, Également. dis-moi, quel est ton match préféré de ce Match Takeover? préféré. Mon match préféré, c'est Tommaso Ciampa contre Walter. Voilà. Je te prends au dépourvu, j'en suis sûr. Bah, ce sera celui-là. Ce serait trop simple de Contre-pied dire. parfait, pour le coup. Voilà. C'est celui-là mon match préféré. Parce que je vais juste un mot dessus pour dire pourquoi. Pour moi, il m'a fait penser à des matchs avec Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi et Toshiki Kawada. Ça, c'est voilà, les Pro Wrestling Noah. Juste si vous n'avez pas vu leur combat, allez-y. Pour moi, c'est incroyable. Ça m'a fait penser à ça. Je peux pas faire de meilleurs compliments. Eh ben écoute, oui, contre-pied parfait, tu m'as bien eu là pour le coup. Auguste, toi, quel est ton match favori? Alors, Et en deux mots, pourquoi? alors moi, pour le coup, je vais pas être original. Bah, enfin, c'est le dernier match de la nuit 2, Kyle O'Reilly contre Adam Cole, mon gros coup de cœur. Bien que le match pour les titres par équipe masculin et pour le titre Cruiserweight ne soit pas loin derrière, mais quand même, je peux pas les mettre devant parce que bah, ce match était juste génial. Pour l'instant, bah, c'est le meilleur match que j'ai vu en 2021 pour moi. Euh, et je pense qu'on en reparlera bien sûr en décembre, mais il y a de fortes chances pour que ce match reste au moins dans le top 10 des matchs de l'année. Très bien, très bien. Donc on a un pour Walter Ciampa, un pour Kyle O'Reilly, Adam Cole. Andrew, est-ce que tu vas rejoindre ou est-ce que tu vas prendre tout le monde à contre-pied aussi, peut-être? Je ne sais pas.
Alors honnêtement, il y a eu un énorme doute sur 2 matchs. Et c'est pas Kyle O'Reilly contre Adam Cole, pour moi, je pouvais pas le mettre en tant que match préféré. C'était soit le match Cruiserweight, soit le Ciampa Walter. Et pour le coup, je vais être d'accord avec Thomas, et ça va être un Ciampa Walter qui, pour moi, est juste magnifique. Et je m'y attendais pas, parce que vraiment, je m'attendais pas à un si bon match comme je le disais. Donc, sachant qu'il m'a surpris et qu'il m'a intrigué, bah forcément, je suis obligé de le mettre en tant que match de la soirée. Enfin, des soirées, pardon. Eh bien, chacun son petit match. Non, vous avez pris le même avec Auguste et Andrew. Eh bien, écoutez, moi, je vais prendre mon match à moi et je vais partir sur un Santos Escobar Jordan Devlin. On parle pas du meilleur match de la soirée, même si c'est pas choquant. Mais je trouve juste que c'était un match incroyable de A à Z, chorégraphié magnifiquement, les échelles, le moonsault, le dive, les dives. Incroyable, match incroyable. La célébration à la fin de Santos Escobar avec son fils, c'était parfait. C'est le match qui m'a le plus plu de cette soirée, de ces 2 soirées de NXT. Takeover, Stand and Deliver. Bien écoutez, c'est sur cette belle note que nous allons nous quitter. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que nos avis vous auront plu également. On se retrouve très très vite pour une autre émission, cette fois-ci spéciale à WrestleMania, parce que cette semaine, c'est la folie du côté de la WWE. En tout cas, moi, ça fait un pur plaisir et je pense que pour les autres chroniqueurs, c'était pareil. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao.